Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherche asiatique. Collection dirigée par Philippe Delalande. Dernière parution. Jacques Maître, Vietnam central. Renaissance de la vallée d'Alua après les bombes américaines et l'agent orange, 1961-2011, 2013. Jean-José S.E. accent aigu G.E. accent aigu R.I.C. Le Japon militaire 2013. Barbara Vaillant, Boat People vietnamien entre mémoire et diaspora, 2013. Jean-Claude Pivin, Les semailles des Kourouches. Extrait choisi du Mahabharata, 2012. 51 Hong, La renaissance des campagnes en Corée du Sud 1960 à 2012, 2012. Marion Fromentinlibouthet, L'image du Laos au temps de la colonisation française, 1861-1914, 2012. Philippe Gendreau, Pierre-Marie Gendreau, un missionnaire vendéen au Tonkin 2012. Gérard Gilles Pain, Indochine, découverte, évangélisation, colonisation. Une histoire coloniale oubliée, tome 1 2012. Gérard Gilles Pain, Indochine, la guerre, une histoire coloniale oubliée, tome 2 2012. Tatoan, les Khmers à l'ère de l'hindouisme, 20-1336 APR. JC 2012. Linda Hainouch, Le don chez les Jaïns en Inde, 2012. Quang Dongvu, Histoire de la Chine antique, tome 1 et 2, 2011. Takehara Yamada Yumiko, Japon et Russie, Histoire d'un conflit de frontières aux îles Kouriles, 2011. Guy Boiron, La Grande Muraille de Chine. Histoire et évolution d'un symbole, 2011. Prince Mankra Souvannaphouma, Laos. Autopsie d'une monarchie assassinée, 2010. Marguerite Guyon de Chemilly, Asie du Sud-Est. La décolonisation britannique et française, 2010. Joël Wicks, Représentations européennes de l'Inde du XVIIe au XIXe siècle, 2009. Hélène Portier, Les missionnaires catholiques en Inde au XIXe siècle, 2009. Denis Okey Bhutto du Pakistan, Vie et martyr d'un combattant de la liberté, 2009. Michel Pensereau, Le Japon entre ouverture et repli à travers l'histoire, 2009. Toanta, Histoire des Khmers ou l'Odyssée du peuple cambodgien, 2009. Dédicace. À Colette, Eliane et Michel, qui ont bien voulu relire cet ouvrage et m'aider de leurs conseils. Introduction. Le Pakistan est le 6e pays du monde par la population avec environ 180 millions d'habitants, et le 2e pays musulman après l'Indonésie. Il entretient la 6e armée du monde. Il dispose d'un armement nucléaire avec un nombre d'ogives sans doute supérieur à l'arsenal de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Inde et des missiles nucléaires de court et moyen rayon d'action nécessaires pour les transporter. Mais dans le même temps, l'État pakistanais est largement dysfonctionnel. Il a perdu le contrôle d'une partie non négligeable de son territoire où des mouvements islamiques djihadistes règnent en maître. Il n'assure pas la sécurité dans le reste du pays qui est frappé, presque chaque jour, par des attentats terroristes. Il abrite et sans doute, protège un certain nombre de groupes terroristes qui interviennent en Afghanistan, au Cachemire et dans le reste de l'Inde. Sa relation avec l'Inde n'est donc pas stabilisée. Sa relation avec les États-Unis, alors que sa population est aujourd'hui viscéralement anti-américaine, est devenue purement transactionnelle et la confiance entre les deux ex-partenaires est minimale. Enfin, le Pakistan est un des pays les plus pauvres du monde, au 138e rang mondial pour le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat avec les indices de pauvreté, de santé publique et d'éducation qui vont avec un tel rang. Économiquement, à plus long terme, le Pakistan est confronté à deux problèmes majeurs. Une croissance démographique qui, selon les résultats de la dernière évaluation de la population, serait proche de 3% par an et des ressources en eau dramatiquement insuffisantes pour une population qui pourrait atteindre 230 millions dès 2025. Le Pakistan est au cœur d'enjeux géostratégiques fondamentaux. Dans l'immédiat, sa politique est un élément déterminant du succès ou de l'échec de l'intervention des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN en Afghanistan. Que le Pakistan joue le jeu que les Occidentaux souhaiteraient le voir jouer, et il y a des chances raisonnables que leur aventure en Afghanistan ne se termine pas par un échec total. Que, en revanche,
il use de tous les moyens à sa disposition pour mettre en place en Afghanistan un gouvernement à sa dévotion qui ne pourra être que dominé par les talibans afin de s'assurer d'une profondeur stratégique vis-à-vis de l'Inde, et l'intervention de l'Occident en Afghanistan n'aura été que 10 ans de guerre, de mort et de gaspillage sans aucun résultat tangible. Que le Pakistan essaye de trouver un modus vivendi avec l'Inde, qu'il renonce à sa paranoïa de revanche et que les deux pays s'ouvrent leur marché réciproquement, et tous deux pourraient connaître une accélération de leur croissance économique, particulièrement nécessaire pour le Pakistan dont la situation économique est présentement très difficile. Mais que le pouvoir soit accaparé par une coalition entre des partis extrémistes islamistes et l'armée, ou que le gouvernement civil ne parvienne pas à contenir l'aventurisme des groupes terroristes créés et nourris par les services secrets de l'armée pakistanaise, et que ceux-ci organisent de nouveaux attentats meurtriers en Inde à partir du sol pakistanais, et la possibilité d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan ne peut pas être complètement écartée. À plus long terme, si le Pakistan se radicalise et réussit à regrouper autour de lui un certain nombre d'États qui partageraient une idéologie de type djihadiste, et le monde islamique deviendrait de plus en plus dangereux pour ses voisins, pour l'Occident et d'ailleurs pour lui-même. Mais qu'au contraire, ils parviennent à transformer l'expérience démocratique chaotique actuelle en une évolution comparable par exemple à celle que connaît la Turquie aujourd'hui, et les chances d'une évolution démocratique, pacifique et prospère du monde musulman seraient considérablement améliorées. Ce qui se passe au Pakistan à l'heure actuelle, et ce qui va se passer dans les années qui viennent est sans doute plus important pour l'avenir du monde musulman et pour la relation entre celui-ci et le monde occidental que le printemps arabe et ses conséquences. Or, tel qu'il se présente aujourd'hui, le Pakistan paraît ployé sous le poids de ses contradictions. Le Pakistan est un État dont les langues et les modes de vie sont profondément indiens, mais qui est cet héritage? Le Pakistan est une république islamique qui affirme dans le préambule de sa constitution qu'Allah est le seul souverain, et que le Coran et la Sunna du prophète sont l'autorité suprême, mais dont les institutions sont modelées sur celles de Westminster. Son système légal est directement hérité des lois de l'époque coloniale britannique, dont d'ailleurs une grande partie est encore en vigueur. Le Pakistan a cherché pendant toute son histoire l'alliance avec les États-Unis, mais une partie croissante de sa population rêve qu'ils prennent la tête d'une ligue de pays islamistes qui serait violemment anti-occidentale et pourrait sortir vainqueurs de la guerre que, de leur point de vue, les États-Unis mènent contre l'islam. Le Pakistan est dirigé par une élite politico-militaire très largement formée en Occident, parlant anglais, pratiquant un islam modéré, mais qui a laissé se développer dans la population une vision fondamentaliste, voire djihadiste, de l'islam. Le Pakistan est un État où l'armée tient la première place, en arguant d'une conspiration permanente de tous ses ennemis, au premier rang desquels se place l'Inde, et en se targuant de prouesses militaires glorieuses, mais c'est lui qui a provoqué toutes les confrontations armées avec elle. Inde en 1948, en 1965, en 1971, il est vrai involontairement, et en 1998, et qui est sorti vaincu ou sur le point de l'être de chacune d'entre elles. Ces contradictions affectent l'histoire du Pakistan depuis sa création en août 1947. À la racine de ces contradictions, il y a l'islam. Peut-on bâtir un État en faisant de l'islam la base de l'identité nationale? La question pourrait certes être posée pour les autres religions. Mais peut-être à part Israël, aucun autre État dans le monde n'a comme base exclusive une religion. Les Pakistanais sont très conscients de cette spécificité. Voici par exemple ce que déclarait le professeur Wahiduzzaman, universitaire proche des mouvements fondamentalistes au Pakistan. Si les Arabes, les Turcs ou les Iraniens abandonnaient l'islam, les Arabes resteraient cependant Arabes, les Turcs resteraient Turcs et les Iraniens Iraniens. Mais que serions-nous si nous abandonnions l'islam? Le professeur ne répondait pas à la question, mais la réponse est pourtant évidente. Des Punjabis, des Balouchis, des Sindhis, des Pashtuns, etc., c'est-à-dire en fait des Indiens. Deux options se présentaient pour les Pakistanais pour surmonter ces contradictions. La première était une option que l'on pourrait qualifier de moderniste. À partir du moment où les musulmans de l'ancien empire des Indes disposaient d'un territoire, le Pakistan, il aurait été concevable que l'objectif à atteindre ait été la construction d'un État national classique à l'occidental, avec des institutions démocratiques,
privilégiant le développement économique et social et respectant la diversité ethnique, linguistique et religieuse du pays. Ce Pakistan apaisé aurait pu développer des relations normales avec l'Inde. C'était sans doute l'objectif de Mohammed Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan. La seconde était l'option religieuse. Le Pakistan doit établir le royaume de Dieu dans un territoire, et devenir la citadelle de l'islam dont la vocation serait de rétablir la suprématie de la religion musulmane dans l'Asie du Sud et au-delà. Elle postule la création d'une idéologie du Pakistan, basée sur une conception fondamentaliste de l'islam, le rejet de toutes les valeurs occidentales et la haine de l'Inde. L'histoire du Pakistan, comme nous allons le voir, peut se résumer en un refus de l'élite dirigeante de choisir entre ces deux options, en jouant de l'une et de l'autre selon les circonstances dans le seul but de se maintenir au pouvoir et au prix d'un affaiblissement relatif constant du pays. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si cet affaiblissement n'est pas en passe de devenir une descente vers l'abîme. Chapitre 1 : La création du Pakistan, la théorie des deux nations. La création du Pakistan est la conséquence logique de la théorie des deux nations qui s'est peu à peu imposée comme l'objectif incontournable des musulmans de l'Empire britannique des Indes, le Raj. Cette théorie postule que les hindous et les musulmans, étant de religions différentes, constituent deux nations séparées égales en droit au sein de l'espace indien. Il n'est donc pas possible de les faire vivre au sein d'une seule structure étatique. Cette théorie est à premier abord surprenante. Les musulmans et les hindous cohabitaient depuis des siècles dans le sous-continent indien, d'abord sous l'autorité de plusieurs dynasties musulmanes, puis de l'Empire moghol, enfin de l'Empire britannique des Indes. Au moment de la partition, en 1947, la population totale de l'Empire se montait à environ 400 millions de personnes dont 80 à 90 millions de musulmans. Les musulmans ne constituaient en rien une entité homogène. Territorialement, ils n'étaient majoritaires que dans 3 provinces, le Pendjab, le Bengale et la province de la frontière du Nord-Ouest, auquel il convient d'ajouter le Sindh lorsque cette province fut créée en 1936, et dans un État princier, l'État du Jammu et Cachemire. Dans tout le reste du Raj, y compris dans les États princiers dirigés par un prince musulman, ils ne constituaient qu'une minorité plus ou moins importante. Ethniquement, la grande majorité des musulmans sont issus de conversions de la population hindoue, même si de nombreux musulmans aiment se prévaloir d'une ascendance arabe, persane ou turque, généralement mythique. Ils ont gardé leur langue indienne d'origine. L'ourdou, qui aujourd'hui est la langue officielle du Pakistan, pouvait être considéré comme la lingua franca d'une partie importante de musulmans de l'Inde du Nord-Est, à l'exception des Bengalis musulmans qui étaient et qui sont toujours très attachés à leur langue maternelle et qui constituaient le groupe musulman le plus important du nord-est de l'Inde. Cette langue est elle-même une langue dérivée du sanskrit, même si elle utilise l'alphabet arabo-persan et si son vocabulaire a été enrichi d'un grand nombre de mots d'origine arabe, persane ou turque. Nombre des coutumes traditionnelles de ces musulmans, y compris leur appartenance à peine déguisée au système hindou des castes, sont directement issus de leur héritage indien. Socialement, les musulmans appartenaient à toutes les classes de la société. Ils pouvaient être grands féodaux, propriétaires fonciers, hommes de loi, entrepreneurs ou petits commerçants et les plus pauvres d'entre eux vivaient aussi misérablement que les intouchables hindous. Cependant, avec la perte du pouvoir politique au profit des Anglais à partir de 1857, fin de l'Empire moghol, les musulmans n'occupaient plus la première place dans la société et s'étaient appauvris. Enfin, religieusement, les musulmans étaient divisés entre les différents courants de l'islam. La majorité d'entre eux étaient et est toujours sunnites. Mais la mouvance chiite était et reste importante, environ 20% et influente. Sunnites et chiites étaient eux-mêmes extrêmement divisés. Pour les sunnites entre fondamentalistes et modérés, entre disciples de confréries soufis et opposants à ces confréries considérées comme des survivants hindous, etc. Pour les chiites, entre les différentes sectes de cette mouvance, ismaéliens, duodécimains, bohras, khojas, etc. Pourtant, l'idée que l'islam constitue le facteur fondamental d'identité autour duquel doivent s'organiser la société et l'État est devenue largement majoritaire dans la population musulmane. C'est elle qui a conduit à la théorie des deux nations. Cette évolution résulte de la conjonction de 3 facteurs.
La prépondérance politique des musulmans dans le sous-continent indien, avant l'arrivée des Britanniques. La réaction des élites musulmanes à la perte du pouvoir politique et à l'effondrement de leur influence sociale et économique au sein de l'Empire britannique des Indes. Enfin, l'incapacité du Parti national du Congrès et de la Ligue musulmane à trouver un compromis qui aurait permis le maintien de l'unité de l'Inde britannique, tout en donnant aux musulmans les garanties qui leur paraissaient nécessaires. 1. La prépondérance des musulmans dans l'espace indien avant l'arrivée des Britanniques. 4 noms symbolisent aux yeux de la plupart des musulmans du Pakistan et de l'Inde cette prépondérance. Le premier est Mohammed bin Qasim, dont les troupes occupèrent le Sindh et une partie du Pendjab. Mohammed bin Qasim vainquit le Raja d'Ahir à la bataille de Rohri en 711. Issu d'une des grandes familles arabes de la Mecque, il n'aurait eu que 17 ans au moment de cette victoire. Il mourut 3 ans plus tard des mains du nouveau calife de Damas. À partir de cette date, la province actuelle du Sindh et la région de Multan dans l'actuelle province du Pendjab furent soumis à l'administration musulmane, d'abord comme dépendance du califat omeyyade à Damas puis du califat abbasside à Bagdad. Cette région fut ensuite rattachée aux royaumes musulmans qui se succédèrent dans le nord-ouest de l'Inde. Les milieux nationalistes et fondamentalistes du Pakistan considère Mohammed bin Qasim comme le fondateur du Pakistan. Le second est Mahmoud de Ghazni, 971-1030. D'origine turco-persane, il fonda le royaume ghaznévide à partir de sa capitale Ghazni, dans l'actuel Afghanistan. Il conquit Peshawar et Lahore. Il mena de nombreux raids au-delà de l'Indus et le long du Gange. Il soumit à son autorité de nombreux royaumes hindous qui devinrent ses vassaux, jusqu'au centre de l'actuel Uttar Pradesh, largement à l'est de Delhi. Le troisième est Mohammed de Hor, 1150 à 1206. D'origine pachtou, né dans la ville de Hor en Afghanistan, Mohammed de Hor conquit les différents territoires du royaume ghaznévide qui était en déclin. Son principal titre de gloire est sa victoire à la bataille de Tarin en 1192 sur une coalition de princes hindous, qui lui permit de prendre possession de Delhi et des territoires environnants. Delhi devint la base de la puissance musulmane dans l'espace indien. Le quatrième est l'empereur moghol Aurangzeb, dont le règne s'étendit sur près de 50 ans, 1658 à 1707. Aurangzeb porta l'empire moghol à son extension maximum, en soumettant à son autorité un territoire qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui l'est de l'Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh et la quasi-totalité de l'Inde. La plupart des historiens considèrent que les guerres incessantes que mena Aurangzeb et son intolérance vis-à-vis des hindous, des sikhs et des différentes sectes musulmanes non sunnites ruinèrent l'empire moghol et conduisirent à la rapide désintégration qui suivit sa mort. Mais pour les fondamentalistes musulmans, il est le héros de la puissance musulmane à son apogée et le modèle du bon dirigeant musulman. Ces conquêtes conduisirent à la conversion d'une partie de la population hindoue à l'islam. Cette conversion s'est faite en grande partie grâce à l'action des confréries. L'islam indien est donc nourri de soufisme. Cependant, les conversions forcées et celles liées aux ambitions personnelles et à l'intérêt économique des convertis ont été nombreuses. De cette histoire, pour eux, glorieuse, de nombreux musulmans ont retiré la conviction que le gouvernement de l'espace indien leur revenait de droit. Cette conviction est encore renforcée par 2 principes religieux, largement répandus dans la communauté musulmane. Le premier est l'infériorité de nature entre les musulmans et les hindous, considérés comme des païens, et qui, à la différence des chrétiens et des juifs, ne bénéficient d'aucun statut protecteur dans l'islam. La seconde est que tout pays qui a été musulman, qui a fait partie du Dar el-Islam, doit le rester, sous peine d'être considéré comme appartenant à la maison de la guerre, Dar el-Harb, et combattu à ce titre par la force des armes. Dans l'esprit de la branche fondamentaliste de la communauté musulmane, l'Empire des Indes faisait partie du Dar el-Islam et est aujourd'hui dans la maison de la guerre. 2. Les tentatives de réforme des musulmans des Indes. Avec la chute progressive du pouvoir politique des musulmans en Inde qui a culminé avec l'abolition de la monarchie moghole en 1857, et le rattachement direct à la couronne britannique de la plus grande partie du territoire indien, les musulmans se sont repliés sur leur communauté,
alors que les castes supérieures hindoues ont pleinement utilisé les possibilités de promotion économique, politique et sociale que le colonisateur britannique a su habilement leur offrir. Poste dans L'. Administration du pays à la condition de connaître la langue anglaise. Développement d'une classe commerciale et industrielle liée aux intérêts économiques britanniques. Et enfin, mise en place, dès la fin du XIXe siècle, d'instances locales et provinciales de gouvernement dont quelques membres étaient élus par la population sur une base censitaire. Une partie des élites musulmanes a compris qu'il leur fallait réagir pour sortir leur communauté de la marginalisation. Cette réaction a pris deux formes principales. Un certain nombre de musulmans ont cherché leur salut dans un retour à ce qu'ils considéraient comme l'islam des origines. Ce courant s'est développé en particulier autour d'une école de formation aux sciences religieuses appelée Darul Uloom créée en 1866 et située à Deoband, dans l'actuel Uttar Pradesh. On continue à parler aujourd'hui du mouvement Deobandi. Il est d'inspiration fondamentaliste, proche de l'idéologie des Wahhabites. D'ailleurs, les fonctionnaires britanniques utilisaient fréquemment l'expression wahhabite pour désigner les différents mouvements fondamentalistes musulmans en Inde. L'idée de base est de purifier l'islam des scories de l'histoire et de revenir aux valeurs, aux pratiques et aux lois de la période initiale de l'histoire musulmane. Le gouvernement du prophète à Médine est celui des 4 premiers califes dits bien dirigés, d'où un refus radical de tout ce qui pourrait ressembler à des innovations, à une occidentalisation ou une modernisation de l'islam. En conséquence, ce courant conservateur a refusé de jouer le jeu politique moderne, négociation avec les Britanniques et le Congrès, participation aux élections, etc., que le courant modernisateur proposait, ce qui l'a conduit plus tard à s'opposer à la partition de l'Inde et à la création du Pakistan. Comme ce courant est toujours important, en particulier au Pakistan, il est intéressant de s'interroger sur les raisons de cette hostilité, l'occidentalisation excessive aux yeux des membres de cette mouvance, des dirigeants de la Ligue musulmane promotrice de l'idée du Pakistan, le refus de créer un pays qui serait modelé sur les principes britanniques de gouvernement, l'illégitimité du concept d'État-nation au sens occidental par rapport à la seule communauté reconnue dans le Coran, la communauté musulmane tout entière, L'. Enfin, pour les plus extrémistes d'entre eux, l'ardente obligation de ramener sous le joug des musulmans l'Inde tout entière. Ces convictions continuent à nourrir l'idéologie des partis religieux et des mouvements terroristes au Pakistan. D'autres, au contraire, ont souhaité moderniser l'islam et maîtriser les sciences modernes pour pouvoir concurrencer les hindous. De nombreux hindous s'étaient tournés vers l'éducation occidentale, ce qui leur permit de retrouver une place dans la société nouvelle créée dans le sillage du Raj britannique. La figure de proue de la tendance moderniste est Sir Syed Ahmed Khan qui créa en 1875 le Mohammedan Anglo-Oriental College, qui deviendra quelques années plus tard l'Aligarh Muslim University. Une grande partie des élites dirigeantes de la population musulmane indienne et pakistanaise, au moment de la partition et dans les années qui ont suivi, a été formée dans cette université. Sir Syed Khan avait une vive admiration pour les Britanniques. Il rechercha leur alliance contre les hindous. Ils s'y prêtèrent volontiers. Sir Syed Khan était extrêmement hostile au Congrès, Indian National Congress, créé en 1892, et usa de toute son influence pour faire naître une organisation politique purement musulmane. Il était terrifié, il emploie lui-même l'expression du sort qui serait réservé aux musulmans lorsque les Britanniques auraient quitté l'Inde, le plus tard possible, espérait-il. Sir Syed Khan préconisait de maintenir une distance avec les hindous dont l'influence ne pouvait que polluer la pureté musulmane. On peut dire que Sir Syed Khan a semé, dans l'esprit de l'élite musulmane de l'Empire des Indes, les graines qui conduiront à la partition et à la création du Pakistan. Ces deux tendances divergeaient sur le type de relations que les musulmans devaient développer avec les autorités britanniques, et plus globalement, sur l'attitude à adopter face aux pratiques et aux valeurs occidentales. Mais elles convergeaient sur un point, l'hostilité voire la haine vis-à-vis des hindous. 3. Les négociations entre le Congrès, la Ligue musulmane et les autorités britanniques. Avec l'aide et le soutien de l'Aga Khan III et la bienveillance des Britanniques, la Ligue musulmane, All India Muslim League, fut créée en 1906 à la suite de la crise du Bengale.
Sa principale revendication était l'octroi, au sein des différents conseils législatifs existants dans l'Empire, d'un quota de sièges réservé aux musulmans et dont les titulaires ne seraient élus que par les musulmans. C'est ce qu'on appelle le principe des électorats séparés. Ce principe des électorats séparés qui officialisait l'existence de deux communautés distinctes au sein de l'Empire des Indes, les musulmans et tous les autres, est une des premières illustrations de la théorie des deux nations. Elle fut une pomme de discorde constante entre le Congrès et la Ligue musulmane, dans son principe et son application. Les Britanniques firent droit à cette revendication, sans doute, en application du principe de diviser pour régner. Avec la création de la Ligue musulmane, les trois acteurs principaux de la vie politique indienne jusqu'à la partition de l'Inde en 1947 étaient en place. Le Parti national du Congrès qui prétendait à la représentation de toutes les composantes de la société indienne, y compris les musulmans, et visait à obtenir d'abord un statut de dominion, puis l'indépendance pure et simple de l'Inde. La Ligue musulmane qui se voulait le représentant exclusif des musulmans de l'Inde et dont elle apostrophe. Objectif : affirmé de façon de plus en plus véhémente à partir des années 1921 à 1922, était de protéger les musulmans contre l'hégémonie hindoue. Elle comptait pour ce faire sur l'appui des Britanniques et les autorités britanniques qui jouaient sur les rivalités des uns et des autres pour maintenir leur souveraineté sur le sous-continent indien. Le trait dominant de l'histoire de ces relations, c'est la détérioration régulière des relations entre le Congrès et la Ligue musulmane. Jusqu'au début des années 20, le Congrès et la Ligue musulmane travaillèrent en bonne intelligence. D'ailleurs, la double appartenance était fréquente. Les leaders des deux partis comprenaient que leur entente était essentielle pour arracher l'autonomie, puis l'indépendance aux colonisateurs britanniques. Il arrivait fréquemment que ces deux partis réunissent leurs conférences annuelles dans la même ville, et pendant la même semaine, ce qui permettait des échanges croisés fructueux. Mohamed Ali Jinnah, qui au début de cette période était encore membre du Congrès, s'adressait régulièrement aux membres de la Ligue et développait son influence dans cette organisation qu'il rejoignit en 1913. Cette entente a permis, en 1916, la signature du pacte de Lucknow qui définissait les garanties dont bénéficieraient les musulmans dans une future Inde qui s'autogouvernerait comme un dominion de l'Empire britannique. Malgré ses réticences sur le principe des électorats séparés, Mohamed Ali Jinnah contribua puissamment à la réussite de cette négociation grâce aux excellentes relations qu'il entretenait avec plusieurs des dirigeants du Congrès. Pour obtenir la signature de ce pacte, le Congrès avait fait une concession fondamentale, le maintien et même la généralisation du principe de l'électorat séparé pour les musulmans. L'entente entre le Congrès et les musulmans fut confortée par la décision du Mahatma Gandhi, qui prit le contrôle du Congrès à partir de son retour d'Afrique du Sud en 1915, d'apporter son plein soutien et celui du Congrès au mouvement contre l'abolition du califat, 1919 à 1921, qui pourtant ne concernait que les musulmans. Il avait demandé aux musulmans en contrepartie de ce soutien, qu'ils renoncent à l'abattage des vaches. Il lança à cette occasion son premier grand mouvement de non-coopération. Ce mouvement se développa en dehors de la Ligue musulmane, et Jinnah s'en tint à l'écart. Il était très réservé sur cette stratégie. Légaliste, il ne souhaitait pas de confrontation directe avec les Britanniques. De plus, il se méfiait des mouvements de masse. Le destin politique des initiateurs de ce mouvement illustre le dilemme auquel allait être rapidement confrontée une partie de l'élite musulmane. Certains rejoignirent rapidement la Ligue musulmane, les frères Ali, qui étaient à l'origine du mouvement du califat. D'autres restèrent fidèles au Congrès comme le Maulana Abd Kalam Azad, qui devint le principal leader musulman du Congrès et le premier titulaire du ministère de l'Éducation nationale de l'Inde indépendante. Malgré ces divergences, l'influence de Mohamed Ali Jinnah ne cessa de s'accroître au sein de la Ligue musulmane. Il était alors totalement acquis à une stratégie unitaire au point d'être surnommé l'ambassadeur de l'unité entre les hindous et les musulmans. Mais elle révélait que d'ores et déjà, les relations entre Jinnah et Gandhi étaient difficiles. Bien qu'ils aient été l'un et l'autre de la même génération, Gandhi est né en 1869, Jinnah en 1876, soit originaire de deux villes de Gujarat, à peine distantes de 60 km, que leur langue maternelle soit le gujarati et qu'ils aient l'un et l'autre étudié le droit en Grande-Bretagne,
il n'y eut jamais entre eux amitié et confiance. Le mouvement du califat n'aboutit à aucun résultat. Bien au contraire, le califat fut aboli par le Parlement turc en novembre 1922 et le sultan calife fut expulsé d'Istanbul et envoyé en Suisse en mars 1924. Les fondamentalistes des deux camps eurent beau jeu de faire valoir l'inefficacité de la méthode Gandhi et de plaider pour le retour vers des valeurs sûres, leur identité religieuse et la nécessité d'établir un rapport de force entre les deux communautés pour que chacune respecte l'autre. En marge du Congrès, le mouvement Mahazabha commença à élaborer la théorie de l'Hindutva, qui sous-tendait que seuls les hindous étaient de vrais citoyens de l'Inde. Du côté des musulmans, l'abattage des vaches reprit de plus belle, source constante de tensions avec les hindous. Dès 1921, les affrontements intercommunautaires traditionnels en Inde, mais qui s'étaient apaisés pendant les années précédentes, reprirent. En 1927, à la suite du boycott par presque tous les partis politiques indiens de la commission Simon, du nom de son président, chargé par le gouvernement britannique de proposer une réforme des institutions de l'Empire des Indes et qui ne comportait aucun membre indien, le Congrès, la Ligue musulmane et les autres partis politiques de l'Inde tombèrent d'accord pour tenter de rédiger une constitution pour l'Inde faite par les Indiens et non par le colonisateur. Toutefois, à la conférence de Calcutta en décembre 1928, les représentants des musulmans, menés par Ali Jinnah, décidèrent de quitter la table de négociation en désaccord avec les propositions du parti du Congrès contenues dans le rapport Nehru du nom du père du futur Premier ministre de l'Inde. Ce rapport abandonnait le principe des électorats séparés, qui pourtant avait été accepté par le Congrès à Lucknow. Il s'en tenait à celui des sièges séparés réservés à la minorité musulmane, et aussi aux autres minorités, à condition que ces minorités constituent plus de 10% de l'électorat. Le nombre des sièges réservés était strictement proportionnel au poids démographique des minorités. Dans les provinces à majorité musulmane, principalement le Bengale et le Pendjab, il n'y aurait pas de sièges réservés pour les musulmans puisque ceux-ci ne constituaient pas une minorité dans ces provinces. Le 28 mars 1929, Ali Jinnah présenta ce qu'on appelle les 14 points. Un catalogue de ce qu'il considérait comme les garanties minima que devaient exiger des Britanniques et du Congrès les musulmans de l'Inde. Les 2 points essentiels de cette liste sont le retour aux électorats séparés et l'attribution de la compétence de droit commun aux provinces de l'Inde et non au gouvernement central, comme le proposait le rapport Nehru. Les 14 points étaient présentés comme une condition sine qua non de la poursuite éventuelle d'une négociation. Ils furent immédiatement rejetés par le Congrès. Pour Jinnah, cet échec était aussi celui de tout son combat politique depuis le début du siècle. Il en conclut que l'unité entre les hindous et les musulmans était un rêve impossible à réaliser devant ce qui lui apparaissait comme l'évidente mauvaise volonté du Congrès. Il en tira 2 conclusions. La première, qui ne dura pas, fut d'abandonner la politique, et pas seulement la politique puisqu'il partit à Londres et s'y installa. La seconde, qui ne fit que se renforcer dans les années qui suivirent, était que l'hostilité des hindous aux musulmans était insurmontable et donc qu'il était impossible d'accepter comme successeur du Raj un État central unique dominé par les hindous. Comme l'aurait dit Jinnah lui-même, l'échec de cette négociation marquait la séparation des chemins entre les musulmans et les hindous. À partir de ce moment-là, la Ligue musulmane et sans doute la majorité des musulmans de l'Inde ne se sentirent plus concernés par le combat de Gandhi pour l'indépendance de l'Inde. La Ligue et ses alliés ne participèrent pas à la fameuse marche du sel, mars 1930, ne s'opposèrent pas à la Communal Award de 1932 qui conduisit Gandhi à entamer une grève de la faim jusqu'à la mort, si cette décision n'était pas substantiellement modifiée, ce qui fut fait, et encore moins au mouvement Quit India de 1942. Les musulmans devinrent les spectateurs indifférents de ces combats. Ils furent naturellement accusés par le Congrès d'être les complices des Britanniques. C'est pendant cette période que la théorie des 2 nations commença à prendre un tour concret. La création d'un État séparé pour les musulmans de l'Inde. En 1930, le grand poète et philosophe musulman Mohammed Iqbal devint président de la Ligue musulmane. Dans son adresse inaugurale, il proposa la création d'un État musulman qui couvrirait la région ouest de l'Empire des Indes, c'est-à-dire avec des frontières assez proches de celles du Pakistan actuel.
Les rapports de cette entité avec le reste de l'Inde et aussi avec le reste de l'Empire britannique n'étaient pas définis clairement. Mais, le principe d'une séparation physique des musulmans et des hindous au sein d'un territoire distinct devenait ainsi le programme officiel de la Ligue musulmane. Jinnah revint de Londres en 1934 et se consacra à reconstruire la Ligue musulmane qui était très affaiblie. Son intention était d'en faire un instrument politique puissant, à l'égal du Congrès et pouvant légitimement revendiquer d'être considéré comme l'unique représentant des musulmans de l'Inde. Toutefois, les élections provinciales de 1937, organisées en application du Government of India Act de 1935, la dernière constitution de l'Inde donnée par les Britanniques et qui resta en vigueur jusqu'à ce que les constitutions du Pakistan et de l'Inde eussent été promulguées, furent un échec pour la Ligue musulmane. Les élections se sont tenues dans 11 provinces sur la base d'un scrutin censitaire, ouvert à environ 14% de la population en âge de voter. Le vote des femmes était autorisé, mais de façon très parcimonieuse et la participation électorale fut d'environ 50%. Le principe des électorats séparés s'appliqua. Ces élections furent un triomphe pour le Congrès qui réunit une majorité suffisante pour constituer des gouvernements provinciaux dans 9 provinces, et qui gagna même un certain nombre de sièges dans les circonscriptions réservées aux musulmans. La Ligue musulmane ne gagna que 6,7% des 1585 sièges en compétition, et fut incapable de constituer un seul gouvernement provincial y compris dans les provinces à majorité musulmane, Pendjab et Bengale en particulier, où des partis régionaux musulmans s'étaient constitués et avaient obtenu un très large succès. Ces derniers s'allièrent souvent au Congrès pour constituer des gouvernements de coalition. Cependant, Jinnah, devenu président permanent de la Ligue, proposa au Congrès que la Ligue participe aux gouvernements provinciaux, mais à la condition que tous les représentants musulmans dans ces gouvernements soient désignés par la Ligue musulmane, ce qui était évidemment inacceptable pour le Congrès dans les rangs duquel se trouvaient de nombreux musulmans. D'où de nouvelles tensions entre la Ligue et le Congrès. Elles s'aggravèrent en 1939, lorsque le Congrès décida de cesser sa coopération avec les autorités britanniques pour protester contre l'entrée en guerre de l'Inde qui avait été décidée par le vice-roi, Lord Linlithgow, sans aucune concertation avec les mouvements politiques indiens. Au contraire, Jinnah promit son soutien aux Britanniques et leur offrit une honorable coopération. Les membres du Congrès quittèrent les assemblées et les gouvernements provinciaux, ce qui laissa la place libre aux musulmans qui certes, n'étaient pas tous des membres de la Ligue musulmane mais qui finirent par s'en rapprocher. Cette période fut mise à profit par Jinnah pour transformer la Ligue musulmane en un parti de masse alors que jusqu'à cette époque, elle n'était composée que de notables et d'hommes de loi. Il se rapprocha des leaders religieux de la communauté musulmane et accepta une grande partie de leurs revendications, en particulier en laissant entendre que, dans l'État ou les États qui seraient gouvernés par les musulmans, la loi musulmane, la charia, pourrait s'imposer. Cette tactique réussit et la Ligue musulmane devint sans conteste le principal parti politique musulman. Une étape supplémentaire vers la création du Pakistan fut le vote, le 23 mars 1940, par la conférence annuelle de la Ligue musulmane réunie à Lahore de la fameuse résolution dite « Pakistan Resolution ». Elle préconisait la partition de l'Inde entre un ensemble hindou et un ensemble musulman, ce dernier regroupant les provinces à majorité musulmane à l'est et à l'ouest de l'Empire. En fait, cette résolution est pleine d'ambiguïté, le régime de l'ensemble musulman n'est pas précisé. La résolution envisageait un ou plusieurs États musulmans, et les liens avec l'ensemble indien restaient à définir, la possibilité d'une confédération n'étant pas exclue. Mais la ligne de la Ligue musulmane était clarifiée. Fini les discussions interminables sur les quotas de sièges, les électorats séparés ou la composition des gouvernements régionaux et du gouvernement central. Il s'agissait maintenant de définir un territoire où les musulmans de l'Inde seraient les maîtres. 4. Vers la partition. Tout en poursuivant son travail d'implantation profonde de la Ligue musulmane dans les masses musulmanes, Mohammed Ali Jinnah n'abandonna pas la table des négociations. En mars 1942, le gouvernement de Londres confia à Sir Stafford Cripps, personnalité travailliste et ministre dans le cabinet d'Union nationale dirigé par Winston Churchill,
une mission pour obtenir le soutien des Indiens à l'effort de guerre de la Grande-Bretagne dont la position en Asie avait été gravement affaiblie par l'entrée en guerre du Japon en décembre 1941 et ses conquêtes de la Malaisie, de Singapour et de la Birmanie. Sir Stafford Cripps entama des négociations avec des leaders du Congrès et avec Mohamed Ali Jinnah. Le Congrès était prêt à apporter son plein soutien à l'effort de guerre britannique, si le gouvernement de Londres accordait à l'Inde un statut de dominion immédiatement, avec une promesse ferme d'indépendance dès la fin de la guerre. Jinnah demanda la création de l'État indépendant du Pakistan. Sir Stafford Cripps n'avait pas le mandat nécessaire pour accéder aux demandes du Congrès et de la Ligue musulmane. De plus, le vice-roi et la bureaucratie britannique à Delhi et à Londres Winston Churchill firent tout ce qui était en leur pouvoir pour que la négociation échoue. Gandhi en tira la conclusion qu'il fallait accentuer la pression sur les autorités britanniques et déclencha en août 1942 le mouvement Quit India, lequel visait à interdire toute coopération entre les Indiens et les autorités coloniales. À ce moment-là, l'armée japonaise avait conquis une toute petite partie du territoire indien, les îles Andaman et Nicobar et une enclave dans l'état actuel du Manipur. L'armée indienne libre, dirigée par un leader nationaliste indien très populaire, Subhash Chandra Bose, qui avait rompu avec le Congrès en 1939, appuyait l'offensive japonaise. La réaction du vice-roi fut vigoureuse. 60 000 militants du Congrès furent arrêtés dont toute l'équipe dirigeante avec Gandhi, Nehru, etc. Pendant ce temps, Mohamed Ali Jinnah confirmait solennellement son appui aux autorités britanniques et acceptait de participer au conseil législatif du vice-roi. Les militants de la Ligue musulmane rejoignaient les gouvernements provinciaux dont les membres du Congrès avaient démissionné. Le peu de confiance qui subsistait entre le parti du Congrès et la Ligue musulmane disparut. Le mouvement Quit India fut un échec pour le Congrès. Il n'empêcha pas l'intensification de l'effort de guerre en Inde. L'armée indienne comptait 2 500 000 soldats, tous volontaires à la fin de la guerre, et dopés par l'aide américaine, l'armée britannique ne tarda pas à reconquérir les territoires perdus. L'étape suivante est le plan Wavell et la conférence de Simla. Lord Wavell, gouverneur général et vice-roi des Indes depuis octobre 1943, proposa une nouvelle formule pour régler les différends entre les hindous et les musulmans afin de permettre une transition pacifique vers l'indépendance de l'Inde. Il ordonna la libération de tous les membres du Congrès encore en prison et invita, le 25 juin 1945, les leaders du Congrès et de la Ligue musulmane, ainsi qu'un grand nombre d'autres personnalités éminentes, à une conférence à Simla, résidence d'été du vice-roi. Dans son essence, le plan Wavell prévoyait la constitution d'un conseil exécutif du vice-roi dont tous les membres, à l'exception du commandant en chef, seraient indiens. Au sein de ce conseil, les hindous et les musulmans auraient eu chacun 5 sièges sur un total de 14, les sièges restants étant attribués aux classes défavorisées, ainsi qu'aux sikhs, aux chrétiens et aux parsis. La conférence échoua sur les modalités d'attribution des sièges réservés aux musulmans. Mohamed Ali Jinnah exigea, mais n'obtint pas, que tous les musulmans soient désignés par la Ligue musulmane, en tant que unique représentant des musulmans de l'Inde. Avec le succès du Parti travailliste aux élections britanniques de juillet 1945, le calendrier s'accéléra. Les travaillistes étaient déterminés à accorder son indépendance à l'Inde, alors que le gouvernement d'union nationale dirigé par Winston Churchill avait été très divisé sur la politique à suivre, le Premier ministre étant lui-même hostile à l'indépendance. Le nouveau Premier ministre britannique, M. Attlee, annonça 3 décisions fondamentales. Premièrement, le gouvernement britannique était prêt à accorder son indépendance à l'Inde, ses représentants légitimes pouvant choisir soit le statut de dominion au sein du Commonwealth britannique, soit l'indépendance pure et simple. Deuxièmement, M. Attlee confirma la tenue d'élections pour renouveler les assemblées provinciales de l'Empire des Indes et élire une assemblée centrale constituante fin 1945, début 1946, et exprima l'intention de négocier le futur statut de l'Inde avec les représentants légitimes ainsi élus du peuple indien. Troisièmement, le gouvernement enverrait au premier semestre 1946 une délégation de 3 ministres membres du cabinet pour arriver à un accord entre toutes les parties concernées sur les grandes lignes de la future constitution de l'Inde indépendante. Cette mission est connue sous le nom de Cabinet Mission.
Les élections dans les assemblées provinciales et centrales prenaient donc une importance primordiale. Elles désigneraient les partenaires indiens des Britanniques dans la négociation finale pour l'indépendance de l'Inde. Elles se tinrent de décembre 45 à janvier-février 46 selon les mêmes modalités que les élections de 1937. Suffrage censitaire, électorat séparé pour les musulmans avec des sièges réservés aux musulmans. Ces élections étaient fondamentales pour la Ligue musulmane. Elle ne pouvait prétendre à l'exclusivité de la représentation des musulmans de l'Inde que si elle était largement majoritaire dans les suffrages des musulmans, ce qui avait été loin d'être le cas aux élections de 1937. Jinnah et les autres dirigeants de la Ligue musulmane décidèrent d'exalter les sentiments religieux des musulmans et d'attiser l'hostilité entre les communautés musulmanes et hindoues pour atteindre ce résultat. En cela, ils ne faisaient que reprendre une vieille tradition des mouvements politiques musulmans et poursuivre la campagne qu'ils avaient commencée dès le début des années 1930 pour reconstruire la Ligue musulmane. La bataille fut particulièrement rude dans les deux provinces musulmanes les plus peuplées, le Pendjab et le Bengale, dans lesquelles les gouvernements provinciaux étaient dirigés par des notables musulmans alliés au Congrès et ou à des partis régionaux à majorité hindoue. L'assimilation de la bataille politique à un impératif religieux fut totale. Les articles de propagande parlaient de nouvelle bataille de Karbala, de la bataille entre le bien et le mal, de l'exigence de sauver les musulmans de l'esclavage des hindous. Les musulmans qui s'opposaient à la Ligue musulmane étaient considérés comme des infidèles. Le Coran était brandi dans tous les meetings électoraux. La Ligue musulmane s'appuya particulièrement sur deux groupes, les étudiants d'une part et l'encadrement clérical, oulémas, mollahs, imams, etc., d'autre part pour faire passer le message. L'idée de Pakistan était projetée comme la promesse d'un État qui appliquerait la législation musulmane, la charia, et retrouverait la gloire des premiers temps de l'islam, mais des détails comme le territoire de ce futur État, les relations entre les musulmans et les hindous dans les régions indiennes dans lesquelles les musulmans n'étaient pas majoritaires, les relations à définir entre ce futur État du Pakistan et le reste de l'Inde étaient soigneusement laissées dans l'ombre. Bien que peu, ou pas du tout, pratiquant, Mohammed Ali Jinnah joua la carte de l'extrémisme religieux sans aucune retenue, car il avait le sentiment que c'était le seul moyen de réaliser l'unité des musulmans autour de la Ligue musulmane. Ainsi, dans un discours de 1938 à la Ligue musulmane, il déclara « Le Congrès est déterminé, absolument déterminé, à détruire toutes les autres communautés et cultures dans ce pays et à établir un Raj hindou. L'idéal de Gandhi est de faire revivre la religion hindoue et d'établir un Raj hindou dans ce pays. Il est probable que, ce faisant, il ait sous-évalué les conséquences d'une telle agitation des esprits. Les tensions entre les deux communautés ne cessèrent de s'accroître et l'on passa progressivement des émeutes ponctuelles intercommunautaires, traditionnelles dans l'Empire des Indes, aux véritables massacres qui marquèrent la partition. Mais le résultat fut atteint, la Ligue musulmane triompha. Elle engrangea la quasi-totalité des sièges musulmans et vengea ainsi son échec de 1937. Mohammed Ali Jinnah était ainsi armé de la légitimité populaire pour la négociation de la dernière chance. La cabinet mission, composée de 3 ministres, membres du cabinet britannique, dont Sir Strafford Cripps qui avait échoué dans sa précédente mission, arriva en mars 1946 et quitta l'Inde en juin sur un nouvel échec. Elle se déroula dans un climat difficile. En effet, sortant d'un séjour de près de 3 ans en prison, les leaders du Congrès craignaient que les responsables locaux de l'Empire britannique veuillent prendre leur revanche sur la campagne Quit India, en sabotant la négociation. Le vice-roi, Lord Wavell, était connu pour sa profonde aversion envers Gandhi. De plus, l'ordre public se détériorait. Une importante mutinerie affecta la marine impériale indienne au début de 1946, la police s'était mise en grève dans plusieurs villes du pays dont Delhi et les grèves se multipliaient dans les usines. Enfin, les tensions entre le Congrès et la Ligue musulmane, attisées par la campagne électorale, ne cessaient de s'aggraver. Après de longues négociations, la mission proposa une solution globale dans un document du 16 mai 1946 qu'elle proposa au Congrès et à la Ligue musulmane. De ce document extrêmement complexe, on peut retenir les 4 points suivants. La création d'un Pakistan indépendant était écartée. Entre autres raisons,
La mission notait que si cette solution avait été retenue, il aurait fallu diviser les provinces du Bengale et du Pendjab pour séparer les districts à majorité musulmane et ceux à majorité hindoue, ce qui aurait été extrêmement dangereux, compte tenu des tensions entre les communautés et impopulaires surtout au Bengale. Il serait créé une Union of India, avec 3 niveaux de dévolution des compétences publiques. La compétence de droit commun était accordée à la province. Le deuxième niveau était constitué du regroupement de provinces en 3 groupes. Le groupe A comprenait les provinces à majorité hindoue, le groupe B les provinces à majorité musulmane de l'ouest de l'Inde et le groupe C les provinces à majorité musulmane de l'est de l'Inde. Les provinces membres de ces groupes gardaient la possibilité de les quitter ou de changer de groupe, si leurs assemblées élues le souhaitaient. Chacun de ces groupes aurait sa propre constitution. Au bout de 10 ans, chacun des groupes pourrait opter pour l'indépendance. Le troisième niveau était le niveau central dont les compétences étaient très limitées, affaires étrangères, défense et communication. Il y aurait cependant un exécutif et un législatif au niveau central, avec des quotas de sièges pour les musulmans, les classes défavorisées et les autres minorités indiennes. Aucune décision relative au statut des musulmans, des hindous et des autres communautés indiennes ne pourrait être prise sans l'accord des représentants de la communauté en question. La mission prévoyait également un certain nombre de dispositions transitoires. Un gouvernement intérimaire serait placé auprès du vice-roi. Il comprendrait 6 membres du Congrès dont un représentant des classes défavorisées, les intouchables, 5 membres de la Ligue musulmane et un membre pour chacune des minorités reconnues, les Sikhs, les chrétiens et les Parsis. Des dispositions étaient également prises pour la mise en place de l'Assemblée constituante de l'Inde, chargée de rédiger la version définitive de la Constitution indienne. Enfin, des dispositions spécifiques assez vagues concernaient les États princiers, environ 40% du territoire de l'Empire des Indes. Ces États auraient le droit de choisir l'indépendance, mais il leur était vivement conseillé de se rattacher à un des 3 groupes de l'Union indienne et de négocier, avec les instances élues de ces groupes, leur statut définitif. En toute hypothèse, les princes ne pourraient plus se prévaloir de la protection britannique. Ce schéma général fut relativement bien reçu par les 2 principaux partis, le Congrès et la Ligue musulmane, qui donnèrent leur accord de principe, assorti cependant de quelques réserves exprimées ou non exprimées. Le Congrès pouvait y trouver le maintien de l'unité indienne, la Ligue musulmane, une immédiate autonomie des provinces à majorité musulmane avec la possibilité à terme de créer le Pakistan. Cependant, cette bonne volonté générale ne dura pas. Le premier accroc fut la composition du gouvernement intérimaire. La Ligue musulmane refusa qu'un musulman puisse faire partie du quota du Congrès. Ce refus fut considéré comme inacceptable par Gandhi, et en conséquence le Congrès refusa de participer à ce gouvernement. La Ligue musulmane proposa alors que le gouvernement intérimaire se réunisse sans le Congrès. Les membres de la cabinet mission refusèrent cette solution et décidèrent de renvoyer la mise en place du gouvernement intérimaire après la mise en place de l'Assemblée constituante. Plus grave fut l'interprétation que Jawaharlal Nehru donna de l'acceptation du Congrès. Dans un discours du 7 juillet 1946, il déclara « Le Congrès n'était lié que par une seule chose, nous avons décidé de participer à l'Assemblée constituante. » Quelques jours plus tard, il précisa que dans son esprit, l'Assemblée constituante était souveraine. Elle n'était donc pas tenue par les dispositions longuement négociées avec les membres de la mission. C'était un chiffon rouge pour Jinnah, dont toute la politique était d'obtenir le maximum de garanties pour les musulmans avant la rédaction de la Constitution en comptant que si ces garanties étaient remises en cause, les Britanniques les imposeraient, puisqu'ils étaient partis à l'accord et qu'en dernier ressort, c'était le Parlement britannique qui accorderait l'indépendance de l'Inde et qui définirait les conditions mises à cette indépendance. Le 30 juillet, la Ligue musulmane revint donc officiellement sur l'accord donné au plan de la cabinet mission, et décida d'une journée nationale d'action directe, Direct Action Day, pour la création du Pakistan fixée au 16 août. Ce fut une journée sanglante. Plus de 4000 morts et 10 000 blessés à Calcutta et à partir de cette date, les émeutes sanglantes se multiplièrent à Bombay, dans le Bihar et l'est du Bengale. Jinnah commença à demander des transferts de population. La partition était maintenant devenue inévitable,
même si le vice-roi avait finalement réussi à obtenir la constitution d'un gouvernement central intérimaire, auquel participèrent le Congrès et la Ligue musulmane, et même si l'Assemblée constituante au niveau central avait pu être constituée. Mais elle ne put se réunir avec les élus de la Ligue musulmane, qui décida de la boycotter. De plus, la situation de la sécurité dans le pays ne cessait de se détériorer pendant toute l'année 1946. Le gouvernement britannique multiplia les tentatives de conciliation. Les principaux protagonistes, en particulier Jinnah, Nehru et Gandhi, se réunirent à de nombreuses reprises, mais les positions étaient devenues inconciliables. Pour renoncer à la création immédiate du Pakistan, la Ligue musulmane exigeait la parité entre la Ligue musulmane et le Congrès à l'échelon central et le monopole du choix des représentants musulmans, une limitation drastique des compétences de cet échelon central, une autonomie presque complète des groupes B et C composés des provinces à majorité musulmane mais dans lesquelles les minorités hindoues et autres pouvaient atteindre les 48% de la population, Bengale, et la possibilité éventuelle de l'indépendance de ces groupes. Ces exigences étaient inacceptables pour le Congrès. Malgré l'échec de ces négociations avec le Congrès et la Ligue musulmane, ou peut-être à cause de cet échec qui laissait craindre un embrasement général du pays, le gouvernement britannique décida d'accélérer son départ de l'Inde. Le 20 février 1947, le Premier ministre britannique, M. Attlee, annonça, d'une part, son intention de transmettre le pouvoir que le gouvernement britannique exerçait en Inde en des mains indiennes responsables avant le mois de juin 1948 et d'autre part, la nomination de Lord Mountbatten comme vice-roi et gouverneur général de l'Empire des Indes. Dès son arrivée à Delhi, fin février 1947, Lord Mountbatten chercha à se démarquer de la politique de son prédécesseur. Ce dernier était très attentif aux revendications de la Ligue musulmane. Il avait la plus grande méfiance envers Gandhi, et comme il avait passé une partie de sa carrière comme officier de l'armée des Indes, il avait noué des liens amicaux avec plusieurs officiers musulmans de cette armée. De plus, Lord Wavell n'avait pas la pleine confiance du gouvernement travailliste et ses avis n'étaient pas toujours suivis à Londres. Tout autre était la position de Lord Mountbatten. Sa mission était claire, permettre le départ en bon ordre des Britanniques le plus rapidement possible. Une très grande marge de manœuvre personnelle lui était accordée. Très rapidement, il établit une relation forte et confiante avec Nehru, alors qu'il prit immédiatement en grippe Jinnah. Les dispositions que le gouvernement britannique adopterait seraient donc celles que le Congrès lui suggérerait. Les dirigeants du Congrès, à la notable exception de Gandhi, avaient fini par se convaincre qu'un Pakistan constitué à partir des groupes B et C mais amputé des districts à majorité hindoue du Pendjab et du Bengale était la moins mauvaise solution possible. Dans leur esprit, une fois débarrassé de la Ligue musulmane, le Congrès pourrait vraiment construire l'Inde unie, séculière et démocratique qu'ils appelaient de leur vœu. De plus, la plupart des dirigeants du Congrès étaient convaincus que ce Pakistan tronqué de la moitié du Bengale et du Pendjab serait invivable et que les provinces séparées de l'Inde ne tarderaient pas à demander le retour dans la mère patrie. Ce fut donc cette solution qui fut retenue. Elle avait l'avantage supplémentaire de permettre l'accession à l'indépendance des deux États qui succéderaient à l'Empire des Indes, un an avant la date initialement prévue. Le 3 juin 1947, la Ligue musulmane, le Congrès et les représentants des Sikhs donnèrent leur accord à un plan de partition de l'Inde, dit plan Mountbatten. Le 17 juillet 1947, le Indian Independence Act recevait l'assentiment du monarque britannique. Les deux dominions indépendants du Pakistan et de l'Inde devaient voir le jour respectivement les 14 et 15 août 1947. Les États princiers étaient invités à choisir à quelle dominion ils souhaitaient adhérer. Une commission présidée par Sir Cyril John Radcliffe était chargée de tracer la frontière entre les deux nouveaux États. Elle ne remit d'ailleurs ses conclusions que le 17 août 1947, soit après la proclamation de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Ce calendrier précipité, dont Lord Mountbatten a tiré grande gloire, fut en fait un véritable désastre. Rien n'avait été préparé pour faire face aux difficultés qui résulteraient inévitablement de cette partition. Les échanges de population furent massifs.
environ 15 millions de personnes en nombre approximativement égal entre les musulmans de l'Inde qui émigrèrent au Pakistan et les hindous installés dans le territoire du Pakistan qui rejoignirent l'Inde. Les évaluations du nombre des victimes des massacres entre hindous, sikhs et musulmans varient selon les historiens de 250 000 à 1 500 000 victimes. Aucun des deux protagonistes de cette triste histoire n'était satisfait de ce qui lui avait été accordé. Le Congrès, bien qu'il ait donné son accord à la création du Pakistan, ne pardonnait pas à la Ligue musulmane d'avoir exigé et obtenu la partition de l'Inde. La Ligue musulmane, quant à elle, ne recevait qu'un Pakistan tronqué des districts à majorité hindoue du Bengale et de Pendjab qu'elle considérait comme son dû. Quant aux populations hindoues et musulmanes, les conditions tragiques des échanges de population et les massacres qui les ont accompagnés ont porté à un niveau de haine inégalé leur traditionnelle hostilité. Les responsabilités de la partition de l'Inde sont évidemment partagées. Les Britanniques souhaitaient partir le plus rapidement possible, car ils ne se sentaient plus en mesure d'assurer l'ordre public en cas de généralisation des conflits intercommunautaires qui se multipliaient. Le Congrès a laissé passer plusieurs occasions de trouver un accommodement raisonnable entre les demandes contradictoires des hindous et des musulmans. Il n'en demeure pas moins que le personnage clé de cette histoire est bien Mohammed Ali Jinnah. À premier abord, Mohammed Ali Jinnah était l'exact opposé d'un fondamentaliste musulman. Né dans une famille qui pratiquait le chiisme ismaélien parfaitement anglicisé, peu ou pas pratiquant, avocat d'affaires brillant et fortuné, marié à une non-musulmane, juriste accompli mais ne portant aucun intérêt aux querelles théologiques ou religieuses, il apparaissait comme le responsable musulman le plus à même à trouver un compromis avec le Congrès et à négocier avec les Britanniques. Comme nous l'avons indiqué plus haut, pendant la première partie de sa carrière politique, il avait été surnommé l'ambassadeur de l'unité entre les musulmans et les hindous. Et pourtant, ce fut lui qui arracha au Congrès et aux Britanniques la création d'un Pakistan indépendant. Il est difficile de savoir quel était l'objectif réel de Mohammed Ali Jinnah, lorsqu'il a commencé à reprendre à son compte la théorie des deux nations et l'objectif de créer un État séparé pour les musulmans de l'Empire des Indes. Beaucoup d'historiens, y compris pakistanais, en sont venus à considérer que Jinnah ne souhaitait pas la partition de l'Inde. Agiter le thème de la création du Pakistan pouvait servir un double but. D'une part, en s'appropriant le désir de la communauté musulmane de l'Inde de créer une institution politique qui la protégerait de la domination hindoue, il réussirait à grouper autour de la Ligue musulmane une large partie des musulmans de l'Inde, ce qui lui permettrait de prétendre être l'unique représentant des musulmans. D'autre part, la menace de créer un État indépendant divisant l'Empire des Indes lui donnait une puissante carte de négociation vis-à-vis du Congrès qui refusait cette partition. Son objectif réel aurait été une parité entre les hindous et les musulmans au niveau central, et la plus grande autonomie possible des provinces à majorité musulmane. On ne peut séparer cet objectif global de son ambition personnelle. Doté d'une intelligence supérieure, d'une détermination inflexible et d'une considération de soi à la mesure de ses capacités, il avait le défaut de ses qualités. L'arrogance, le mépris de tous ceux qu'il ne comprenait pas et sans doute une confiance excessive en lui-même. Son long compagnonnage avec le Congrès pourrait s'expliquer par la certitude que ses qualités éminentes le mettraient au tout premier rang de l'Inde nouvelle qui naîtrait du départ des Britanniques. Ses réticences de plus en plus fortes vis-à-vis de la personnalité de Gandhi, sa totale incompréhension allant jusqu'à la détestation des idées laïques et socialistes de Nehru et les comportements souvent sectaires d'un grand nombre de leaders du Congrès, le convainquirent qu'il n'aurait qu'une place modeste dans un établissement politique dominé par le Congrès. Il lui fallait donc établir une relation de force pour obtenir pour lui, et aussi pour les musulmans de l'Inde, la place qu'il estimait devoir être la sienne et la leur. La menace de la création du Pakistan était une sorte de bluff. Quand il fallut mettre les cartes sur table, Jinnah n'avait plus de carte gagnante en main. Il fut contraint d'accepter ce que le Congrès était prêt à lui accorder, pour se débarrasser de lui et pouvoir construire un véritable État indien sans avoir à se soucier en permanence de ses revendications incessantes et, selon les dirigeants du Congrès, injustifiées. Cette interprétation est séduisante,
Mais peut-être sous-évalue-t-elle la profondeur de l'identité religieuse dans la conscience des habitants de l'Inde et donc la profondeur du fossé séparant les musulmans et les hindous, même pour des personnalités apparemment aussi laïques que Jinnah ou Nehru. Jinnah se sentait profondément musulman même s'il ne pratiquait pas. Il peut être intéressant sur ce point de rappeler quelques épisodes de la vie de Jinnah. Jinnah se maria avec la fille, beaucoup plus jeune que lui, d'un de ses amis parsis et d'ailleurs se brouilla avec celui-ci à cette occasion. Il exigea que sa future épouse se convertisse à l'islam. La fille qu'il a eue de ce mariage, son seul enfant, se maria elle-même avec un parsi converti au christianisme. Ali Jinnah ne la revit plus à partir de ce mariage, même s'ils continuèrent à correspondre. Un autre exemple, qui rappellera des événements contemporains, est l'attitude de Jinnah dans l'affaire ILM Uddin. ILM Uddin était un jeune menuisier illettré de Lahore qui assassina, le 6 septembre 1929, un certain Rajpal, éditeur à Lahore d'un ouvrage hostile au prophète Mohammed. Mohammed Ali Jinnah vint défendre le jeune homme en appel, après qu'il eût été condamné à mort en première instance. Il plaida que l'extrême provocation que constituait le livre en question était une excuse absolutoire de l'assassinat de son éditeur. La cour ne le suivit pas, et le jeune homme fut exécuté. Mohamed Iqbal, qui allait devenir quelques mois plus tard président de la Ligue musulmane et avait appelé Jinnah à l'aide, porta lui-même le cercueil du condamné et s'écria « Ce jeune homme illettré nous surpasse, nous les éduqués ». Peut-être ne faut-il pas tirer trop de conclusions de cet épisode qui fut retenu à charge contre Jinnah dans la presse du Congrès, puisque Jinnah n'a fait que son métier d'avocat et qu'il fut payé pour cela, mais il paraît cependant assez révélateur, peut-être pas de l'opinion de Jinnah sur la légitimité du meurtre pour venger un blasphème, mais certainement de l'état d'esprit des dirigeants de la Ligue musulmane. Le 14 août 1947, l'indépendance du Pakistan était proclamée. La théorie des deux nations avait abouti à son terme logique, un État pour chacune des nations. Mais immédiatement, une différence fondamentale saute aux yeux. L'Union indienne, appellation officielle de l'Inde de 1947 à 1951, est l'État successeur de l'Empire britannique des Indes. Il n'a pas à justifier de son existence, car il est l'héritier de plusieurs siècles d'histoire. C'est un État multireligieux, multiethnique, multilinguistique. Son fondement est la volonté de poursuivre ensemble une histoire partagée par les multiples communautés qui le composaient, dont une communauté musulmane, qui constituait environ 13% de la population totale, soit autour de 35 millions de personnes, un peu moins de la moitié de la population du Pakistan uni, Pakistan oriental et Pakistan occidental au moment de la partition. Séparation de la politique et de la religion, organisation fédérale de l'État, recherche permanente du compromis, promotion des procédures démocratiques pour régler les différends sont inscrits dans les gènes de l'Union indienne qui ne pourrait survivre longtemps sans respecter ces principes. Le Pakistan qui émerge de la partition de l'Inde est dans une toute autre position. D'une part, le Pakistan issu de la partition est loin d'être le Pakistan rêvé par les dirigeants de la Ligue musulmane. D'autre part, ce petit Pakistan, ce Pakistan mité, comme l'aurait dit Jinnah, n'a ni fondement territorial ni fondement linguistique ni fondement culturel mais seulement un fondement religieux. Le Pakistan undivided, le vrai Pakistan aurait dû comprendre, selon Jinnah, l'intégralité des deux principales provinces à majorité musulmane, le Pendjab et le Bengale, les provinces du Sindh et de la frontière du Nord-Ouest, l'État princier du Jammu et Cachemire, le Baloutchistan et les États princiers dirigés par des princes musulmans rattachés ou contigus à ces territoires, ce qui fut d'ailleurs le cas pour les nombreuses principautés musulmanes situées dans l'espace du Pakistan actuel, Bhavalpur, Swat, Chitral, Dir et les États princiers du Baloutchistan avec quelques difficultés etc. Ayant dû accepter la partition du Bengale et du Pendjab, incertain du sort qui serait réservé à l'État du Jammu et Cachemire, Jinnah déploya une intense activité dans les semaines qui précédèrent l'indépendance pour contrer l'intégration des États princiers de l'espace indien dans l'Union indienne. Il soutint les velléités d'indépendance de l'État d'Hyderabad, 223 000 km², environ 25 millions d'habitants, hindous à 90%, dont le prince était musulman, accepta l'accession au Pakistan du petit État du Junagadh,
également à forte majorité hindoue et sans frontière commune avec le Pakistan mais dont le prince était musulman, intrigua pour que les Maharajas de Jodhpur et de Jaisalmer, tous deux hindous et dirigeants des États à forte majorité hindoue, mais l'un et l'autre très hostiles au Congrès accédassent au Pakistan. Mais il n'obtint aucun résultat, l'armée indienne étant prête à intervenir lorsque nécessaire, comme elle le fit à Hyderabad et à Junagadh. Ces revendications étaient apparemment incohérentes avec le principe qui fonde la légitimité de la nation pakistanaise, sur la religion de ses habitants. Elles avaient comme unique justification l'affaiblissement de l'ennemi indien. De plus, l'avenir de ce Pakistan réduit ne paraissait pas assuré. Son assise territoriale était problématique. Le Pakistan de 1948 était un territoire de 940 000 km², avec une population d'environ 76 millions d'habitants divisée en deux parties, le Pakistan oriental, petit, 144 000 km² et surpeuplé, environ 40 millions d'habitants, et le Pakistan occidental, plus grand, 796 000 km² et moins peuplé, 31 millions d'habitants. Les deux ailes du Pakistan étaient séparées par plus de 1600 km de territoire indien. À l'exception de la religion, peu de choses unissaient les deux ailes du pays. Le Pakistan oriental, devenu Bangladesh en 1971, est un pays dont l'unité linguistique est très forte, car tous les Bengalais, hindous et musulmans sont fiers de leur langue qui porte un héritage culturel prestigieux. Au contraire, les différentes provinces du Pakistan occidental utilisent des langues différentes dont l'héritage littéraire est modeste. Le Pakistan oriental abritait une forte communauté hindoue, environ 13% de population. Presque tous les hindous du Pakistan occidental avaient quitté son territoire dès la partition, sauf dans le Sindh où une population hindoue subsista longtemps et subsiste encore, de moins en moins nombreuse. Le Pakistan oriental n'avait pas de tradition militaire. Par contre, deux des provinces du Pakistan occidental avaient servi de champ de recrutement pour l'armée de l'Empire des Indes, car elles étaient supposées abriter des races guerrières. De plus, le Pakistan occidental a accueilli une immigration musulmane en provenance du centre de l'Inde, des United Provinces, ou UP, devenus aujourd'hui l'Uttar Pradesh ou de la présidence de Bombay, les États actuels du Gujarat et du Maharashtra. Ce sont dans les villes de ces deux grandes régions de l'Inde que s'était développée une bourgeoisie musulmane qui fut le terreau de la Ligue musulmane, et qui est à l'origine de la revendication d'un État séparé pour les musulmans de l'Inde. En alliance avec les cadres militaires issus principalement du Pendjab et les grandes familles féodales du Pendjab et du Sindh, cette population immigrée fournit les cadres politiques, bureaucratiques et commerciaux du Pakistan et joue encore un rôle politique majeur. En contraste, le Pakistan oriental ne reçut que de pauvres musulmans en provenance en général du Bihar, alors que l'élite de l'ancien Bengale unifié, même musulmane, préféra rester à Calcutta et dans le Bengale occidental. Dès l'origine du Pakistan, la classe dirigeante du Pakistan occidental exerça une influence dominante sur le Pakistan tout entier. En témoigne le choix de l'ourdou comme langue officielle du pays, alors que cette langue n'était parlée que par les immigrés du centre de l'Inde, et que le bengali était parlé par la majorité numérique de la population du Pakistan. L'unité entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental était donc largement artificielle. Le Pakistan occidental lui-même était loin de constituer une entité homogène, ses quatre provinces, Pendjab, Sindh, Baloutchistan, provinces de la frontière du nord-ouest, n'avaient pas d'histoire commune et parlaient des langues différentes. Leur structure sociale, leur niveau de développement différaient largement. Une province, le Pendjab, domine toujours, les trois autres par le nombre de ses habitants et son niveau de développement. Les trois autres pouvaient se sentir discriminés et être tentés par des aventures irrédentistes ou séparatistes. Il en résulte deux questions qui sous-tendent toute l'histoire du Pakistan de sa création à aujourd'hui. Quelle place faire à l'islam ? Quelle relation entretenir avec l'Inde ? Rapidement, des groupes sociaux se sont identifiés avec les réponses à apporter à ces deux questions. Pour la mouvance religieuse, le puissant réseau des mosquées, des madrasas, des confréries de type soufi et des partis religieux, qui avaient été activés par la Ligue musulmane pour qu'elle s'impose lors des élections de 1946, le Pakistan doit instaurer la charia et devenir un État islamique. Pour l'armée,
La question primordiale était de maintenir la parité stratégique avec l'Inde, ce qui impliquait une certaine modernisation du pays et l'alliance avec les États-Unis, mais aussi une idéologie qui cimente l'unité nationale et qui ne peut trouver de fondement que dans l'islam. D'où les évolutions et les ambiguïtés de la position de l'armée par rapport à la mouvance religieuse. Pour les quelques grandes familles qui dirigent le pays depuis l'indépendance, la priorité est de garder... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.